Valéry Giscard d'Estaing, la France doit accentuer son effort en faveur des PME. Hachette n'est plus à vendre, Matra deviendrait le numéro 1. François Mitterrand à Washington, l'Alliance Atlantique s'est vidée de sa substance. Le boulanger de la Ciotat baisse encore ses prix, la baguette à 90 centimes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les industriels français face à ceux qui leur font peur, les Japonais. Aujourd'hui, c'est à Paris qu'a eu lieu une confrontation très intéressante et qui devrait déboucher sur un tournant dans les rapports entre les deux économies. La coopération ou le protectionnisme, l'avenir le dira. Toujours est-il que, et c'est ça le plus important, on a engagé le dialogue aujourd'hui. Deux prétextes, le séjour à Paris du ministre japonais des Affaires étrangères et la première réunion de ce que l'on appelle la bilatérale Paris-Tokyo. Quand un patron ou bien un industriel rencontre un autre industriel, qu'est-ce qu'il se raconte? Eh bien, comme dans cette célèbre chanson d'avant-guerre, des histoires d'industriels. Et si vous mettez autour d'une table des Français qui représentent le Crédit Lyonnais, Matra, Dassault, Rhône-Poulenc, et en face des Japonais qui s'appellent Sony, Honda ou bien la Banque industrielle du Japon, pour ne citer que les plus connus ou bien les plus célèbres, la conversation est assez animée. Pourquoi, demandent les Français, quand nous vous vendons une voiture fabriquée en France, nous sommes obligés de vous acheter 50 automobiles fabriquées au Japon? Pourquoi notre déficit commercial avec vous, avec le Japon, l'an passé, a représenté 4 milliards de francs, c'est-à-dire l'équivalent de ce que l'on vient d'accorder aux agriculteurs? Et les Japonais, eux, de rétorquer, êtes-vous assez compétitifs? Il y a un effort considérable à faire. Le problème, quand vous voulez vendre au Japon, c'est de trouver un partenaire. Vous ne pouvez pas aller vous-même sur le marché japonais. Il faut trouver, ça j'en suis moi tout à fait partisan, il faut trouver un partenaire japonais avec lequel vous allez travailler. Donc de toute façon, vous travaillez en coopération. Et pourtant, eux, quand ils viennent en France, c'est ce qu'ils font pourtant. Ils viennent directement sur le marché français. Ils viennent directement, mais les conditions sont complètement différentes. Elles sont différentes parce qu'ils viennent à travers un certain nombre de sociétés de commerce internationales. Là aussi, nous avons un manque. Ils viennent avec des technologies qui sont des technologies de pointe, la plupart du temps, et ils s'installent, mais en prenant des risques. Ce qui manque peut-être aux Français, si vous voulez, c'est au fond des décideurs qui ont le sens du risque. Alors reste à savoir, ça c'est une opération des industriels eux-mêmes qui doivent prendre leurs décisions, les pouvoirs publics ne pouvant qu'accompagner effectivement cette décision. En fait, le problème est européen et cette année, le déficit commercial entre la communauté européenne et le Japon va représenter environ 45 milliards de francs, soit le tiers de ce que les Français vont payer en impôts directs. Et oui, cette concurrence japonaise, elle a été longtemps, sinon mythique, du moins lointaine. Elle n'apparaissait pas à l'œil nu pour le consommateur. Et puis en quelques années, on a vu fleurir des enseignes en japonais, des vendeuses japonaises dans les magasins, des restaurants japonais. C'est ainsi qu'assez rapidement, quelques 12 000 Nippons se sont installés sur le territoire et y ont travaillé comme des fourmis. Ils y ont apporté leurs produits, mais aussi leur méthode de travail. Jacques Merlino. Eh bien non, nous ne sommes pas ici à Ginza, la célèbre avenue de Tokyo, mais tout simplement avenue de l'Opéra, où un simple coup d'œil autour de nous montre tout de suite la place qu'occupent les Japonais dans l'économie française. Ils ont commencé il y a une quinzaine d'années en mettant tout le paquet sur les appareils photo, puis ont enchaîné sur l'électronique, l'informatique et l'automobile. Mais ce ne sont pas seulement des produits qu'ils exportent en développant leurs réseaux commerciaux, en commençant à produire directement chez nous. Ils introduisent des nouvelles méthodes de travail et des nouvelles valeurs. Les Américains, ou les Occidentaux, ont un système décisionnaire que l'on pourrait appeler top-bottom, c'est-à-dire la décision partant vers le haut et redescendant vers le bas, et n'obtenant pas bien souvent le consensus de la base, alors que le système décisionnaire japonais, qui à mon sens fait toute leur force à l'heure actuelle, est un système décisionnaire bottom-up, c'est-à-dire les décisions se prenant à la base et remontant progressivement vers le haut où ils obtiennent une acceptation qui redescend et ils l'appliquent sans discussion. Et ça, si vous voulez, c'est un gain à la fois de temps peut-être, parce que tout compte fait, le système occidental où la décision se prend, où on dit que ça va très très vite, mais comme souvent tout est remis en cause, le système décisionnaire japonais, qui est peut-être un peu plus lent, compense parce qu'ils ont justement l'approbation de la base. Les Japonais, qui pendant longtemps se sont limités au commercial, commencent maintenant à introduire des unités de production. Ainsi, ils se sont associés à une filiale du groupe Lafarge pour produire en France des aliments pour le bétail. Une nouvelle expérience pour des Français qui apprennent ainsi à produire côte à côte avec des Japonais.
les activités industrielles sont beaucoup plus difficiles. Et lorsqu'ils doivent s'implanter sur un pays, il est bien certain qu'à partir de cette base commerciale, on peut construire, mais seulement ensuite, une base industrielle. C'est ce que nous avons cherché à faire avec eux, et eux-mêmes avaient ce même désir. Est-ce que vous pensez que l'économie française aurait à gagner à s'unir plus souvent au niveau des entreprises des Japonais? Mais l'expérience nous prouve que nous avions raison il y a déjà 7 ans. Et qu'actuellement, de nombreuses sociétés, il est souhaitable qu'il y ait de nombreuses sociétés françaises en particulier qui fassent la même réflexion que nous avons faite il y a déjà un certain nombre d'années. Car il est préférable de les avoir en Europe comme amis et non pas de les avoir, bien sûr, comme intrus. Transformer l'intrus en ami, c'est déjà faire preuve en quelque sorte d'esprit japonais. Le maire de Bayonne l'a bien compris, lui qui signa il y a 20 jours l'accord d'installation sur sa commune de la première usine Sony en France. Elle sera entièrement à capitaux japonais et emploiera 325 salariés d'ici le mois de mars. Une expérience à suivre pour voir sur le terrain si cette fameuse concertation à la base s'exporte aussi facilement que des magnétoscopes ou des appareils photo. Oui, bottom-up en français, ça peut se dire de bas en haut, en japonais, je ne sais pas. Deuxième sujet d'intérêt pour les chefs d'entreprise ce soir, les mesures annoncées par le chef de l'État en faveur des PME. Valéry Giscard d'Estaing avait ce matin inauguré le salon du marché international de la sous-traitance. Et tout de suite après, tout à côté, il s'est adressé à 2000 chefs d'entreprise réunis autour de François Sérac pour le CNPF et Pierre Bernasconi pour les PME, et ce à l'occasion d'un colloque à Paris. Quelles sont alors les grandes directions à suivre? J'en vois pour ma part 4, qui correspondent d'ailleurs aux travaux de votre colloque de tout à l'heure, et que je résumerai en 4 mots d'ordre. Libérer les entreprises des carcans de tous ordres, qui continuent de peser sur elles. Faciliter la transmission des entreprises, favoriser l'investissement, prendre mieux en compte le caractère propre des petites et des moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. De ces 4 mots d'ordre, 2 au moins vont avoir des conséquences immédiates et concrètes. L'un sur les droits de succession des PME, l'autre sur les prêts bonifiés en leur faveur. Premièrement, les droits de succession. Leur montant élevé provoque encore le démembrement de nombreuses petites entreprises familiales lors du décès de leur fondateur. Ces droits pourront désormais être payés sur 10 ans, quels que soient les héritiers, même indirects. Deuxièmement, les prêts bonifiés. 2 nouvelles enveloppes de ce crédit bon marché vont être ouvertes aux PME. L'une d'1 milliard avec comme seul critère la création d'emplois, l'autre d'1 milliard également pour aider les PME qui se lancent dans la robotique et les technologies voisines. Ces mesures, si elles ne règlent pas, tant s'en faut, tous les problèmes qui se posent aux PME, notamment à l'exportation et pour la répartition du crédit en général, seront certainement bien accueillies en raison de la volonté qu'elles manifestent de prendre en compte les soucis de ces 700 000 chefs d'entreprise qui n'ont pas individuellement une grande puissance financière, mais qui dégagent à eux tous plus de la moitié du chiffre d'affaires du pays. Enfin, dernière tête de chapitre dans ce cahier économique chargé ce soir, les rumeurs plus qu'insistantes de l'entrée du groupe Matra dans le capital d'Hachette. Matra dont les tentacules, après s'être étirés du côté des missiles, des armements, de l'automobile et de la radio, avaient déjà approché la presse avec les dernières nouvelles d'Alsace. Alors, première question, Philippe Sassier, Hachette, vous nous rappelez ce que c'est? C'est énorme. Oui, c'est énorme. Enfin, un petit tas qui cache plein de choses. C'est d'abord la distribution de journaux. Hachette, à travers les nouvelles messageries de la presse parisienne, les fameuses NMPP, distribue en France et l'étranger environ 3000 titres de journaux français et étrangers. Hachette, c'est également la presse, c'est Le Point, c'est le journal Elle, c'est également Télé 7 jours, mais c'est environ une trentaine de titres de journaux divers qui comprennent aussi bien le journal de Mickey que le journal du dimanche. C'est également l'audiovisuel, c'est-à-dire des films et du son avec Chanel 80 et aussi Hachette audiovisuel. C'est également, bien évidemment, les livres. Voici un livre de poche, mais derrière Fayard, derrière
plein d'autres éditeurs se cache Hachette, et Hachette édite environ 20 livres sur 100 en France. Au total, c'est un énorme groupe qui est spécialisé dans la communication sous toutes ses formes, qui a environ 20 000 salariés et qui fait un chiffre d'affaires de l'ordre de 7 milliards. Un groupe dont on dit qu'il ne va pas très bien. Alors un groupe dont on dit qu'il ne va pas très bien, ou du moins qu'il a eu des problèmes. Aussi, on était assez étonnés de voir l'action de Hachette passer depuis le début de l'année de 200 francs à 350 francs. Et puis on a appris qu'une banque d'affaires privée, pas très connue du reste du grand public, la banque privée de gestion financière, s'était rendue propriétaire d'environ 30% du capital de Hachette. Alors la question ce soir, pour le compte de qui? Peut-être alors c'est le jeu de mots qui courait dans Paris. Qui achète? Achète. Alors il y a eu des tas de mots, des tas de noms plutôt qui ont circulé. On a passé à Havas, très intéressé, à Jimmy Goldschmidt, qui est propriétaire notamment de l'Express, à monsieur Edmond de Rothschild. On a pensé également à la banque Paribas, qui détient déjà 5% de Hachette. En fait, ce soir, on dit de plus en plus que c'est Matra qui est intéressé et par les actions achetées par la banque d'affaires dont nous parlons tout à l'heure, et puis par se rendre propriétaire de la majorité du capital de Hachette. Alors on se demande un peu ce que les fusées électroniques viennent faire dans la presse et l'édition. Oui, en fait, il ne faut pas oublier qu'il s'agit de communication sous toutes ses formes. Or, Matra, c'est déjà Europe numéro 1, c'est également les dernières nouvelles d'Alsace, vous le disiez tout à l'heure, c'est l'édition avec Quillet, une entreprise qui fait 300 millions de chiffres d'affaires. Et qui édite effectivement les dictionnaires, les encyclopédies que l'on connaît bien. Mais Matra, c'est aussi toutes les techniques futures de l'audiovisuel sous toutes leurs formes, et c'est aussi un manager réputé, monsieur Jean-Luc Lagardère. Si Matra met un pied dans Hachette, cela signifie la naissance, mais aussi la restructuration d'un groupe d'édition, de presse et de communication extrêmement important. Mais après l'acte financier, il va falloir passer à l'acte industriel qui va nous révéler pas mal de surprises, surtout que l'on dit que Paribas, qui jusqu'à présent était le plus gros porteur de parts chez Hachette, n'a peut-être pas dit son dernier mot. Bien, un dernier mot, puisqu'on en parle sur l'économie, pour vous dire que le cabinet suédois qui avait lancé l'information sur la découverte d'un immense gisement de pétrole en Sibérie maintient ce soir ces chiffres, alors que les soviétiques, eux, se refusent à toute déclaration. Les soviétiques dont le leader, Leonid Brejnev, est aujourd'hui en Inde, pays, comme on le sait, non aligné, un Brejnev qui n'a plus du tout la même forme que celle dont témoignaient hier les images de la télévision soviétique. Maurice Werther. Est-ce le voyage en avion qui l'a fatigué? On ne reconnaît plus le Brejnev fringant sur la bonne mine de qui on s'extasiait hier à son départ de Moscou. Son général médecin le suit comme son ombre. On dirait qu'il a peur qu'il trébuche. Et ses hôtes, le président de la République indienne, M. Reddy, et le Premier ministre, Mme Gandhi, ont dû réduire les cérémonies d'accueil au minimum. Ainsi, sa première sortie du monde communiste depuis qu'il a été malade l'année dernière ne se présente pas très bien. D'autant moins bien que, dès le départ de l'aérodrome, il a fallu changer l'itinéraire du cortège pour éviter les rues où les habitants de la Nouvelle-Delhi manifestaient violemment contre l'URSS, à cause de l'Afghanistan bien entendu. Car si Mme Gandhi reste pro-soviétique, l'URSS l'a bien soutenue lors de sa guerre contre le Pakistan, le peuple indien est plus sensible à la proximité géographique de l'Afghanistan, proximité relative, et à une certaine communauté de culture avec l'Afghanistan. À noter que le président indien, M. Reddy, dans son premier discours, a fait une allusion indirecte mais claire à l'Afghanistan en s'élevant contre, je cite, toute forme d'intervention dans les affaires intérieures de la région. En réponse, M. Brejnev a déclaré que l'URSS est toujours prête à discuter de toutes choses dans un esprit de réalisme en tenant compte des droits et des intérêts légitimes des autres. Reste à savoir s'il pensait à l'Afghanistan. Oui, visiblement, Moscou veut que l'on sache bien que ses pensées sont ce soir à New Delhi et non pas à Varsovie. Pourtant, l'Occident ne cesse d'agiter, certains diront le chiffon rouge, d'autres le drapeau blanc. Après le coup de colère de Jimmy Carter hier soir, c'est ainsi que la dernière session de l'OTAN à Bruxelles a bien dit tout à l'heure qu'il y aurait des mesures d'alerte limitées en cas d'intervention de l'URSS en Pologne, mais qu'il n'était pas question que l'OTAN réagisse militairement. François Mitterrand, qui est précisément aux États-Unis en ce moment, a également évoqué le problème polonais devant le National Press Club, si vous voulez, le club de la presse de Washington. Développeront et le système s'effacera, ou bien le système marxiste-léniniste s'affirmera et les syndicats indépendants disparaîtront. Je cherche une explication. Et si cette intervention devait se produire, ce que je ne sais pas, c'est à mon avis parce que le Parti communiste polonais serait reconnu comme incapable de maintenir le système en Pologne.
on se retrouverait ainsi par un détour dans la situation de Prague en 1968. Then we will be, by another way, exactly in the same situation than in Prague in 1968. Où il s'agissait de mettre à la raison la direction même du Parti communiste. Where the problem was to master the leaders of the Communist Party. Et non pas à la situation de Budapest en 1956, car les syndicalistes ont été très prudents et n'ont pas mis en cause le système d'alliance de la Pologne, ni le système économique interne de la Pologne. Incontestablement, l'inquiétude de François Mitterrand face aux manœuvres autour de la Pologne a franchi un degré supplémentaire. Comment l'expliquer? Les soviétiques, dit François Mitterrand, veulent d'abord rassurer les régimes d'Europe de l'Est, comme la Tchécoslovaquie ou l'Allemagne de l'Est. Pour lui, la suite des événements dépend de deux facteurs. D'abord, la position de l'Église catholique en Pologne. Ensuite, dit François Mitterrand, il faut tenir compte de la maturité politique des dirigeants polonais qui ont su jusque-là passer à travers tous les périls. François Mitterrand qui est accompagné notamment de Michel Rocard et de Jacques Attali qui a assuré la traduction anglaise de son propos. Les trois hommes ont pris divers contacts dans la capitale américaine et c'est pour le candidat socialiste le point de départ d'une série de voyages à l'étranger. Puisque nous parlons de la Pologne, sachez que Lech Walesa rencontrera le pape à son invitation le 16 janvier au Vatican. Le pape qui aujourd'hui a manifesté publiquement sa profonde inquiétude quant à la situation à Varsovie. Portugal, le général Yanesh facilement réélu hier à la présidence de la République. Il a réaffirmé aujourd'hui son intention de garder le gouvernement de centre-droit dont le candidat a été battu, mais qui était sorti des urnes au début de l'année. Les Portugais ont donc fait le choix de la continuité. Bruno Alban. Cette élection, tout le monde au Portugal l'a vécu comme un choix entre la poursuite des objectifs de la révolution, candidat Ramalho Yanesh, et une rupture, une recherche de l'autorité, une volonté de réformer la Constitution, candidat général Soares Carneiro. Il y avait 6 prétendants à la présidence, mais c'est bien entre ces deux hommes que le choix s'est fait. À eux deux, ils totalisent plus de 96% des suffrages exprimés. Les 4 autres candidats ne se partagent que des miettes. La victoire du général Yanesh est incontestable. 56% des voix d'un corps électoral qui s'est déplacé à 85%, 15% seulement d'abstention. Cette nuit, c'était la fête au quartier général du président réélu, la fête aussi dans les rues de Lisbonne, et ce jusqu'à l'aube. Aujourd'hui, jour férié au Portugal, le calme est revenu et chacun médite chez soi le résultat de cette élection. Car si le résultat du scrutin est un véritable triomphe pour le président Yanesh, le pays se trouve une fois de plus confronté à une situation politique épineuse. Un président de la République largement réélu, face à un gouvernement et à un parlement du bord opposé qui avait juré sa perte. Et la disparition du leader incontesté qu'était Francisco Carneiro complique encore plus ce schéma politique déjà bien délicat. Algérie, le tremblement de terre d'hier à El Asnam a été plus important qu'il n'y paraissait de prime abord. 2 morts et 89 blessés dans cette ville déjà endeuillée par le séisme du début octobre. Et puis en Italie, on a assisté aujourd'hui à une sorte de petit miracle. 3 survivants ont été dégagés au 15e jour. 3 personnes âgées qui s'étaient réfugiées dans la cave de leur ferme, dans un tout petit village où les secours ne sont parvenus que ce matin. Les 3 vieillards étaient terrorisés à l'idée de sortir. Ils avaient survécu en mangeant des piments de Cayenne et en buvant 2 bouteilles de vin rouge. À ce propos, je vous signale que les suites du tremblement de terre italien constitueront l'un des sujets de notre magazine ce soir à travers la dramatique situation de Naples dont la population s'est soudain gonflée anarchiquement. Margaret Thatcher en Irlande du Sud depuis aujourd'hui, un voyage essentiel, un moment où l'abcès enfle à nouveau au nord. 6 semaines de grève de la faim pour les 7 militants de l'IRA qui veulent aller jusqu'au bout, y compris jusqu'à la mort, pour obtenir le statut de prisonnier politique. Un voyage également placé sous le signe du secret. Quelques heures seulement avant l'arrivée de Mme Thatcher, personne ne savait précisément quand et où ça se passerait. Quant au Premier ministre britannique, impossible de l'apercevoir, vous le voyez, tant les mesures de sécurité étaient strictes à Dublin. Au cœur des conversations donc entre Mme Thatcher et le numéro 1 irlandais, la situation en Irlande du Nord. En France, quelques télégrammes politiques. Jean-Marie Le Pen, le président du Front National, se déclare d'ores et déjà assuré de passer la barre des 500 signatures pour le second tour. Il a nié avoir dit qu'il ferait éventuellement voter ses militants en faveur de François Mitterrand.
Lancement du mouvement de la démocratie chrétienne par Jean Alliot, exclu du RPR il y a 2 ans. Ses priorités, l'emploi, la sécurité et une nouvelle politique familiale. Guadeloupe, les responsables des attentats seront châtiés sévèrement, a dit le secrétaire d'État Paul Dijoux, qui est aux Antilles. Les milieux financiers et les professionnels du tourisme ne cachent pas leur inquiétude. Corse, le leader autonomiste Edmond Simeoni a fait le tour des syndicats et partis de gauche pour leur exposer la situation de l'île. 8 militants autonomistes font la grève de la faim dans les prisons de la région parisienne. Enfin, ce diagnostic du ministre de la Culture, Jean-Philippe Leca, le système français de radio et de télévision est en bonne santé. Il est dans la compétition culturelle des années à venir, la chance des Français. Autre jugement ministériel, le bravo de René Monory hier au Club de la Presse d'Europe 1, bravo au boulanger de la Ciotat. Alors, où en est ce désormais fameux monsieur Albert Rodriguez? Dominique Gonod a fait l'enquête pour nous. On connaissait la baguette de pain à 1 franc vendue à la Ciotat par Albert Rodriguez. Voilà les pâtisseries à 2 francs vendues par le même homme qui, malgré les menaces, continue à casser les prix. Albert Rodriguez fait ses pâtisseries, surtout le samedi et le dimanche. Hier, il en a fait 2500 et vendu 2499 à un prix moyen inférieur de 50%. Les gâteaux en éclair, je le vendais à 2 francs 75. Un chou, je le vendrais 2 francs 75 aussi. Millefeuille, tout ça, entre 2 francs 75 et 3 francs, quoi. Les gâteaux au beurre jusqu'à 4 francs et 4 francs 50. Une tartelette aux fraises, je la vendais 5 francs. Et maintenant, tellement qu'ils m'ont embêté, j'ai abaissé carrément la pâtisserie, quoi. C'est vraiment la guerre du pain et la guerre des gâteaux à la Ciotat. Ah ben oui, c'est une guerre qui va jamais se en finir, quoi. Tant qu'on me chatouille, j'arrêterai pas à baisser les prix. Vous allez même baisser encore plus les prix puisque vous allez mettre la baguette à 90 centimes. Si je trouve un local assez grand, j'arriverai à mettre la baguette à 90 centimes, mais il faudrait que je fasse à peu près entre 15 000 et 16 000 baguettes par jour. Et vous en faites combien à l'heure actuelle? En ce moment, aujourd'hui même, on a fait 7 200 baguettes. 7 à 8 000 baguettes vendues par jour dans ces 3 dépôts. Albert Rodriguez fait plus que la moyenne quotidienne d'un boulanger qui est de 5 à 700 baguettes. Aussi les menaces, il n'en a que faire. Il persiste, embauche du personnel et joue à fond la libre concurrence, tellement du reste que la baguette à 1 franc a déjà fait boule de neige. Quant aux menaces, elles vont jusqu'aux pressions sur les fournisseurs de matières premières. Ça y est, il en fait, mais j'ai envoyé des lettres recommandées, ils seront bien obligés de me livrer, quoi. Et ça peut durer jusqu'à quand, alors, cette histoire? Moi, ça fait 2 ans que je suis avec la baguette à 1 franc, ça restera en, je sais pas, 10 ans, 20 ans. Alors, pour le moment, vous n'avez que 3 points de vente, vous souhaitez... Bientôt le 4e qui va s'ouvrir à la rue des Poilus, mais ça va être une surprise, ça. Je vais les avoir tous par vitesse comme je l'ai eu au port. Donc... Et j'ai pas d'argent, hein, c'est des amis qui me prêtent d'argent, et je vais faire ça par surprise, quoi. Mais j'espère ouvrir vers le début janvier 81. Alors quantité, mais est-ce que la qualité est présente également? La qualité, si vous voulez, vous pouvez goûter les tartes. J'ai des tartes là que j'ai fait aujourd'hui, des tartes aux pignons. Vous verrez, c'est de la pâtisserie. Vraiment, c'est pas parce que je vends pas cher, mais je vends la qualité. Les autres boulangers vendent du pain à 1 franc 50, 1 franc 60, voire plus souvent. Vous gagnez combien avec une baguette à 1 franc? Avec la baguette à 1 franc, ils doivent me laisser une marge de 20% à peu près. Et eux, grosso modo? Je sais pas, mais ils doivent bien travailler entre 35 et 40%. Et les seuls ravis dans cette guerre de la boulange, les consommateurs, bien sûr. La baguette à 1 franc se vend comme des petits fours et les gâteaux à 2 francs comme des petits pains. On en reparlera de M. Rodriguez. Les sénateurs ont supprimé cet après-midi au cours de la discussion du budget la totalité des crédits destinés à l'indemnisation des rapatriés. Ils entendaient ainsi manifester leur mécontentement face à l'insuffisance de ces chiffres. Reprise du travail à l'IFOP après le jugement du tribunal de Paris. Les enquêteurs étaient en grève depuis 9 semaines. En revanche, service interrompu aujourd'hui sur une ligne de métro à Paris, et ce en signe de solidarité avec un conducteur agressé ce matin par 6 inconnus. Autre plaie des entreprises, le vol des clients, c'est évident, mais aussi des employés. On appelle ça tout simplement la fauche, et cela atteint une grosse proportion dans les chaînes de distribution de photos, de disques, d'électrophones, de téléviseurs et autres magnétoscopes. Il paraît qu'en France, chaque année, les vols dans les grands magasins représentent 400 millions de francs de pertes. Il ne faut pas croire que seuls fauchent les gens défavorisés. Dans cet hôtel, une chambre coûte 495 francs par jour. Et pourtant... Bon, ici on nous prend tous les produits d'accueil, c'est presque systématique, les cendriers, les magazines. On nous prend même le linge dans les lits, les couvertures ou les édredons. Ce matin, on m'a même signalé qu'un téléphone avait été emporté. Qu'est-ce qu'on peut nous prendre encore? Il est arrivé, il y a longtemps, et heureusement ça n'arrive pas souvent, qu'une télévision disparaisse.
Il arrive aussi qu'on retrouve les chambres sans leur lithographie. Elles ont beaucoup de succès aussi. Autre exemple, dans une grande librairie, on a pris en flagrant délit un professeur de faculté et même un prêtre qui volait des livres. Autre forme de fauche très répandue dans notre pays, la fauche dans les entreprises par les employés eux-mêmes. Écoutez, il y a depuis les exemples classiques de vols, comme je disais, de petites machines, des machines à calculer et autres, jusqu'à des vols qui semblent aussi bien incroyables, par exemple dans une entreprise que nous avons eu à protéger, d'une turbine qui faisait à peu près 30 tonnes, c'est-à-dire 6 mètres sur 5, dans lesquels un camion est rentré la nuit. Ils ont fait marcher le palan, ils ont chargé la turbine sur le camion, ils sont partis avec, on ne sait pas où. On ne l'a jamais retrouvé. Dans d'autres secteurs, la fauche interne atteint même de telles proportions qu'elle est incluse dans le bilan des sociétés et représente des sommes considérables. Le pourcentage de ce que nous appelons des différences d'inventaire dans les grands magasins est généralement voisin de 1% du chiffre d'affaires. En général, est-ce que vous portez plainte? Lorsqu'il y a vol constaté, oui, bien sûr. Lorsque nous prenons le voleur sur le fait, en principe, nous portons plainte. Les banques elles-mêmes n'échappent pas à la règle. On parle beaucoup des hold-up dans les banques. Il y a à peu près 700 hold-up dans les établissements financiers par an, c'est-à-dire 3 par jour ouvrable. On parle moins effectivement des détournements dits des cols blancs dans les banques, mais on sait que la valeur des détournements est nettement supérieure au hold-up. Mais nous n'avons pu avoir confirmation de cette réflexion de la part des banques. L'entreprise privée n'a pourtant pas l'apanage de la fauche. Certains ministères ou administrations publiques sont aussi touchés par le phénomène. Ainsi, avant la mise en place des carnets de contrôle des véhicules, avait-on pu constater dans une administration qu'une 2 chevaux atteignait une consommation record de 60 litres d'essence au 100 km. Quelle que soit l'appellation que l'on veuille bien lui donner, fauché, piqué, chouravé, cela porte un nom, le vol, qui est défini par le petit Larousse comme le délit commis par celui qui prend indûment la chose d'autrui. Et ce délit est puni par la loi. Un trou justement de 10 millions dans la comptabilité d'un notaire de Bastia, l'ancien président de la Chambre des notaires de la ville. Le parquet a ouvert une information. La mort d'un gendarme, encore un, il a été tué à Retournac dans la Haute-Loire alors qu'il allait procéder à une interpellation. Son collègue a été grièvement blessé. Ariane, lancement encore retardé, ce ne sera pas pour mars comme on l'avait dit, mais plusieurs mois plus tard. Et puis les caprices du temps ce soir, 2 skieurs portés disparus à la suite d'une avalanche au-dessus de Chamonix et dans le même temps des incendies de forêt d'une importance exceptionnelle pour la saison dans les Maures, c'est-à-dire donc dans le Var. 250 hectares de chênes, de pins et de broussailles ont été détruits par le feu qui a été maîtrisé ce matin. 600 hommes et 110 véhicules ont participé à la lutte contre l'incendie. La météo, pourtant, vous le voyez, n'était guère propice à de tels foyers. Aujourd'hui, les températures étaient négatives, voisines de 0 degré sur les 2 tiers du pays. Demain, le temps deviendra nuageux près des côtes de la Manche et dans le Nord-Pas-de-Calais, puis progressivement sur tout le nord de la Loire. Quelques petites pluies sont à craindre. Sur le reste du pays, le temps froid persistera avec notamment des gelées matinales assez fortes. On va alors parler du feu maintenant. Du feu à travers le cinéma, car réalisé par Jean-Jacques Hano, un Français. Le film donc La guerre du feu, tiré du roman de Rosny Aîné, est une super production, la plus chère jamais réalisée par un Français à ce jour. Elle reconstitue la réalité historique et préhistorique même de la conquête du feu par l'homme. Et c'est en Écosse que Pierre Champetier a assisté aux toutes dernières représentations donc de la guerre du feu. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et c'est produit par Antenne 2 et la 20th Century Fox. Pour ne pas déflorer le sujet, en réserver la primeur au public, top secret pendant le tournage. Seuls, nous avons pu nous glisser à travers le filet protecteur dressé sur la lande écossaise pour assister aux derniers préparatifs. Pourquoi ce filet? À cause des fauves. Pour respecter la vérité préhistorique, Jean-Jacques Hano, qui veut faire un film réaliste, a fait appel à toutes les ressources du maquillage et du système D. Les éléphants seront déguisés en mammouth et les lions transformés en tigres à dents de sabre, espèce disparue depuis l'époque glaciaire. Il a fallu 6 mois d'entraînement pour que ces lions de cirque s'habituent à supporter ces prothèses collées à leurs canines. La guerre du feu raconte la première conquête technologique de l'homme.
Une histoire mouvementée qui oppose une tribu d'Homo sapiens à des brutes du Néandertal. Ici, 3 sympathiques sapiens devront se réfugier 3 jours et 3 nuits au sommet de cet arbre pour échapper aux fauves. Comme il paraît que les lions ne seront pas drogués, on s'entraîne avec soin. Le jeu des acteurs sera lui aussi tout ce qu'il y a de plus réaliste. Pour cela, Jean-Jacques Hano s'est entouré des conseils des plus grands mimes et des meilleurs préhistoriens. Car le propos du cinéaste n'est pas de faire une caricature, de singer la préhistoire, mais de retrouver la logique et la psychologie de nos premiers parents. Ce qui nous a intéressé tout de suite, c'est de faire un film, de le prendre sous un autre biais que ce que les gens ont en tête. Les gens pensent tout de suite à des hommes avec des massues, puis qui poussent des grognements. Nous, ce qui nous a intéressé, en fait, c'est de montrer la continuité de l'homme et de montrer qu'il y a 100 000 ans, en fait, les gens étaient très proches de nous. Les dialogues, imaginés par Desmond Morris, préhistorien anglais, se réduiront à quelques grognements, d'où la nécessité de soigner les jeux de physionomie pour faire passer les messages. Je fais un casting dans le monde entier pour trouver les acteurs qui aient à la fois la subtilité et les nuances d'expression que je cherchais et les capacités physiques. Et alors tout notre effort a été de les mettre au sol, de leur donner un comportement de primate et de les redresser. C'est-à-dire que pendant 6 mois, ce sont des gens qui ont étudié tous les comportements. On a choisi le chimpanzé comme animal de référence. Il y a de très très bons films qui ont été faits, des études excessivement précises sur chaque détail de la vie du chimpanzé. Et vision des films, visite aux zoos, des journées entières passées avec des chimpanzés. Ils ont fait ça pendant des mois. Sortie du film dans un an. Ça s'appelle donc La guerre du feu. Et puis ce soir, il nous faut déplorer, outre le décès de notre confrère Gilbert Mathieu, dont nous vous parlions hier, il nous faut déplorer 2 disparitions, celle d'Ève Francis, l'une des grandes interprètes de Paul Claudel, et puis celle du cinéaste Bernard Paul, 50 ans, l'auteur du Temps de vivre et de Beaux masques, un cinéaste d'une grande sensibilité. S'il faut terminer ce journal par une note d'espoir, c'est un jeune homme de 24 ans qui nous la fournira. Yves Pestel, sans l'appui de personne et dans la plus grande discrétion, vient de boucler à Cherbourg un tour du monde en solitaire. Il est resté 338 jours en mer sans escale sur un voilier de 9 mètres et il a pourtant chaviré au large du Cap Horn. Le dernier journal vous sera présenté par Patricia Charnelet vers 23h30 et puis demain l'invité d'Antenne du Midi sera Jacques Dutronc, accompagné de Françoise Hardy bien sûr. Et tout de suite vous avez rendez-vous avec 4 séquences de questions de temps qui vous sera présentée par Louis Berriot qui vous parlera de Naples après le tremblement de terre, d'Air Inter, est-ce que Air Inter peut faire mieux, la radioscopie de l'entreprise avec les comparaisons allemandes et américaines, Nest, ce groupe de lutte antiterrorisme nucléaire, et enfin Bernard Boisson, c'est-à-dire le patron qui rue dans les brancards. Donc tout ça dans quelques minutes après une page de publicité. Bonsoir à tous, à demain.